Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette capsule audio. C'est la première fois que nous en faisons une chez Avis Désastreux. L'objectif, c'est de vous parler d'un film qui vient de sortir, dont nous avons eu l'occasion de parler avec l'équipe du film. Et nous débutons ce nouveau format avec une affaire de principe d'Antoine Rimbaud. Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac. Monsieur Dali, avez-vous accepté 60 millions d'euros pour assouplir votre directive? Mon père a été piégé. Sa directive était historique. Un vrai coup dur pour l'industrie du tabac. J'ai l'air des infos. C'est peut-être bien commenté. Une affaire de principe, donc de quoi ça nous parle? Ça nous parle de beaucoup de choses. Si on devait résumer grossièrement, à Bruxelles en 2012, il y a le commissaire de la santé qui, du jour au lendemain, est viré sous prétexte qu'il aurait cédé au lobby du tabac. José Bové, député européen alors présent, s'interroge en se disant Je le connais lui, normalement il n'aurait pas fait ça. C'est un homme de principe. Et à partir de là, il va mener une contre-enquête pour se rendre compte que finalement, les lobbies du tabac, ils sont peut-être derrière cette histoire pour avoir fait tomber quelqu'un sous le coup de la pression. Parce qu'il avait prévu de refaire les packaging des paquets de tabac, justement, ceux qu'on connaît désormais à l'heure actuelle. Grossièrement, c'est José Bové contre les lobbies du tabac. Alors cette histoire, elle vient pas de nulle part. Le réalisateur, lui, initialement, ce qu'il voulait, c'était un film d'enquête. Un film d'enquête qui mélange à la fois l'institution publique, donc l'État, et les intérêts privés. Et il voulait notamment parler des lobbies. Alors initialement, il voulait faire ça sur Interpol, sauf que, au fur et à mesure qu'il avançait, il se disait c'est un gros bordel quoi. Donc je vais aller chercher ailleurs. Et c'est là qu'il tombe sur l'affaire Dali. Dali, du coup, c'est le commissaire à la santé dont je vous parlais tout à l'heure. Et en tombant sur cette histoire, il va remonter jusqu'au bout et il va se rendre compte que en plein milieu, il y a José Bové qui est là, qui passe. Et du coup, il se rend compte que José Bové, c'est un acteur majeur, d'autant plus que dans son livre Hold Up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l'Europe, donc là, le titre était parfait pour Antoine Rimbaud, il se rend compte qu'il a consacré un chapitre entier là-dessus. Donc, ni une ni deux, il fait une rencontre avec José Bové et il se rend compte qu'il a un film devant lui qui s'écrit sous ses yeux. Et à partir de là, c'est bon, il sait qu'est-ce qu'il va raconter comme histoire, comme je vous l'ai dit, l'histoire de José Bové contre les lobbies du tabac. Son intention avec ce film, c'est pas que faire un film d'enquête, c'est aussi faire un thriller, et plus particulièrement un thriller de bureau. Forcément, avec le Parlement européen, c'est des gens qui vont parler dans des couloirs, ça va être des silhouettes qui vont traverser tout ça. Et ça, c'est vrai que le film va assez bien reprendre ça, on le remarque dès le début avec un générique assez joli, bien travaillé, où justement on a cette personne-là qui est dans la Commission européenne, qui va classer un dossier qui sera important plus tard dans le film. Et il y a une manière de le représenter avec une ombre, avec une musique nonchalante. Enfin, c'est vraiment bien fait. Sur cet aspect-là, l'aspect du coup thriller de bureau, ces gens qui vont parler, ça va. Le film arrive à bien retranscrire justement tout cet aspect-là. Et puis, ce qui tombe bien avec un personnage comme José Bové, c'est justement que ce film devient aussi un film d'action, en tout cas dans ses intentions, parce que José Bové, c'est un syndicaliste, c'est quelqu'un qui a fait du militantisme, c'est un activiste, donc c'est quelqu'un qui, quand il a quelque chose à dire, il le fait savoir. José Bové, on le connaît tous, notamment par rapport au démantelage du McDo en 99 à Milo. Et pour preuve, même ma génération, qui du coup ne l'a pas connu de ses propres yeux, connaît cette histoire, parce que cette histoire, elle est vraiment symptomatique, elle représente très bien qui est le personnage de José Bové. Mais il va aussi essayer de filmer le contre-pouvoir. Et ça, c'est ce qui va l'intéresser. Comme je vous ai dit, c'est comment l'État fait face au lobby. Est-ce qu'il cède? Est-ce qu'il ne cède pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de s'élever, d'élever la voix pour dire attendez, ce qui se passe, c'est quand même pas normal. Ça, c'est ce qu'il va essayer de traiter durant son film. Un des aspects aussi du film qu'on peut remarquer, c'est que ça a été tourné dans les décors réels. Ça a été vraiment tourné au Parlement européen. Alors ils ont profité de l'été, du fait que c'était plutôt libre pour pouvoir tourner. Et c'est assez agréable de se dire que ils sont retournés sur les lieux réels de l'action au lieu de les recréer en décor. Et ce recherche de l'authenticité, on peut l'avoir également au niveau du scénario. D'ailleurs, José Bové revient là-dessus, sur à quel point il a pu aider au niveau du scénario, même s'il a voulu quand même laisser le réalisateur s'exprimer tant sur la partie fictionnelle qu'au niveau de la réalisation. Je vous laisse avec ce petit extrait. J'avais déjà lu tous les documents, donc quand Antoine est venu avec Marc, ils avaient quand même déjà une bonne connaissance, parce que entre moi et Jean-Marc, mon assistant, avec qui on a travaillé pendant 10 ans au Parlement ensemble, et puis avant on travaillait déjà ensemble, voilà, on a passé un week-end entier, et donc nous on était plus sur les faits, et puis après sur les anecdotes qu'on se racontait, et donc ça a permis d'alimenter un peu ça, parce que bon,
pouvez pas savoir qu'on faisait de la coloc à Bruxelles avec mes 2 assistants, tous les 3. Bon, l'appartement est trop grand, mais il faut bien mettre les caméras, donc on ne pouvait pas faire dans l'appart qu'on avait, qui était sous les toits, mais bon. Donc ça, c'est déjà un peu une particularité, il faut le savoir, sinon on comprend pas, quoi. Et ça peut donner l'impression que c'est du cinéma, non, c'est de la réalité, ça. Donc, sur plein de petits détails, en fait, on sait bien, on était toujours en lien, et puis... quand il était à Bruxelles ou à Strasbourg, il a eu d'autres personnes aussi. Donc ça a permis tout ça d'alimenter en fait le réel. Et c'est une fois qu'il a digéré le réel qu'il a pu faire du cinéma, quoi. Et après, on s'émancipe aussi. Donc après, et puis après, il y a le. Et puis on n'a jamais, concret. par contre, nous, donné notre avis sur le déroulé, quoi. Le cinéma, quand il a lancé le film, voilà. Il y a quand même eu un moment assez marrant où on s'est vu en amont sur le scénario. Il n'y a pas eu à proprement parler de droit de regard, mais j'avais quand même le souci que ce soit juste, quoi. Donc c'était important. Donc ils ont lu quelques versions du scénario, fait quelques remarques. Et puis ensuite, j'ai présenté Bouli à José. Et puis ensuite, il y a vraiment eu une confiance et une liberté de la part de José de nous laisser faire, quoi. Et puis, il était question qu'il nous rende visite sur le tournage, mais c'est pas simple pour un comédien de voir celui qui l'interprète à côté de lui, quoi. On se sent voilà, dans l'ombre du vrai José, etc. Donc José, on s'était parlé de ça, qu'il nous rendrait visite, mais on pensait plutôt sur la fin, quoi, quand on aurait fait tout le boulot. Et puis finalement, il s'est présenté, il m'appelle, il dit on passe par Bruxelles dès le premier jour de tournage. Donc je lui dis gentiment c'est super, mais attendez-nous à l'hôtel, quoi. Venez pas sur le plateau, ça va mettre la pression à Bouli, parce que c'est les premiers jours de tournage, quoi. Faut aussi qu'ils construisent, quoi. Ça prend un peu de temps. Et donc, t'as attendu sagement à l'hôtel. Évidemment, la surprise le soir, on boit des coups, tout le monde est très heureux et tout. Puis le lendemain, il est sur le plateau. Et donc, il y a un moment où on est en train de faire une conférence de presse dans la fiction. Et puis, il y a José qui est derrière le combo avec un casque, quoi. Et puis, on lui demande son avis, mais il restait complètement dans une position d'observateur et de spectateur, etc. Mais oui, on s'est retrouvé avec Bouli à se tourner vers toi en disant, tiens, qu'est-ce qu'il en pense? Voilà, donc il y a eu ça. Ma seule participation, enfin ça oui, il y a une participation qui est dans la scène dans le couloir quand Céleste et Thomas partent ensemble, c'est sur les acronymes, tu vois, ils vont pour faire ça, et là Antoine vient me voir et me dit les acronymes, tu peux nous faire une liste d'acronymes? En fait, ça se trouve sur le tournage, sur le papier. En fait, le matin, on arrive, on met en place un plan. Je voulais faire un seul plan. On s'aperçoit que ça se poursuit, qu'il faut que ça dure. Et donc, il a fallu qu'on écrive quelque chose. On a eu cette blague. Qu'est-ce qui peut vous intéresser exactement? Et alors là, il fait une liste à l'après-vert. Et donc, j'appelle José en urgence. Il prend son petit déj à l'hôtel et il me fait une liste d'acronymes. Voilà. Donc, il a quand même contribué. Il est pas venu pour rien. Sauf que, voilà, pour moi, c'est là où il y a un X, c'est au niveau du scénario. Alors, en fait, il y a 2 points qui me dérange un petit peu au niveau du film. Le premier point, c'est que je trouve que le film n'arrive pas à se décider sur quel point de vue il va raconter son histoire. Alors pour ça, c'est très simple. Il y a une scène qui est au tout début du film, c'est dans les 5 premières minutes, donc je ne spoil rien. Il y a le personnage donc, de Céleste Brankel, du coup Clémence, qui arrive au Parlement européen pour faire son stage. Et il y a du coup le personnage de Thomas VDB, Fabrice, qui l'accueille, qui lui dit bienvenue au Parlement européen. Donc voilà, on se perd un petit peu, c'est un labyrinthe, il y a des formes d'art, on ne sait pas trop ce que c'est. Bienvenue dans le bureau, je te présente l'équipe, nous c'est ce qu'on fait, patati patata. Donc, moi je vois ça, je me dis super. À travers ce personnage, du coup, on nous fait rentrer dans l'action et on va suivre du coup toute l'histoire à travers son regard. Et d'ailleurs, le réalisateur le dit lui-même. Ce personnage, c'est lui, c'est le spectateur qui découvre du coup le fonctionnement du Parlement européen, qui découvre toute cette histoire. La scène se finit, paf, José Bové et Fabrice partent à Marseille et elle n'est plus là. Elle va disparaître pendant peut-être 10-15 minutes, elle revient par petits bouts, puis elle redisparaît. Et puis ensuite on va suivre du coup ce qui se passe d'un point de vue de José Bové. Puis lui aussi va disparaître et on va suivre le point de vue de Fabrice. En fait c'est le trio de tête que vous voyez sur l'affiche. Même si la volonté c'est du coup de montrer que à travers ces différents points de vue on va remplir les pièces du puzzle, je trouve que ça fait un déséquilibre qui fait qu'on est constamment sur différents pieds. On n'arrive pas vraiment à se décider sur qui on va suivre, où on va pouvoir rattacher notre partie émotionnelle, comment on va suivre cette histoire. À chaque fois, c'est pas qu'on redémarre de à zéro, mais on doit reprendre constamment où vient la ligne. Et c'est là un autre aspect, c'est que le film est dense. Alors, certes, l'histoire s'y prête, c'est une histoire qui s'est déroulée sur plusieurs années. Il faut résumer ça sur un film de 1h30, donc certes,
on peut pas tout aborder, ou en tout cas, il faut le faire avec une certaine rapidité. Mais le film est extrêmement dense, ce qui fait que il y a un peu cette sensation qu'on est très vite perdu. Alors, on a les grandes lignes, mais dès qu'il faut rentrer dans le détail, et le film va souvent le faire, on ne sait pas trop. D'ailleurs, une amie journaliste, Karine 31, interroge le réalisateur sur comment le montage s'est fait, comment celui-ci a voulu le dynamiser, et il répond, je vous laisse avec un nouvel extrait, justement sur cet aspect. On pulvérise tout au montage, on fait beaucoup de coupes. On avait un film de 2 heures très tôt, le film fait 1h30 à peu près. Il a fallu rien sacrifier au rythme. Le rythme nous imposait d'enlever des séquences, quoi. Et on essayait pour raconter aussi d'autres choses à côté, parce qu'ils avaient des tonnes et des tonnes de dossiers. Donc on a fait une séquence sur un vote PAC dans l'hémicycle, on a fait une séquence où José a bloqué l'hémicycle pour faire grève avec les traducteurs. Tout ça, le récit, au montage, je disais non, ça passe pas. Dès qu'on fait un écart, on rate une marche et on décroche, quoi. Donc oui, le montage, c'est un gros enjeu de tous les films, et encore plus quand on cherche une écriture de rythme, quoi. Justement, moi, je suis arrivé au montage, j'apprends aussi, c'est mon 2e film, et j'ai fait du montage beaucoup, mais j'arrive en me disant, de toute façon, là, c'est tellement écrit, verrouillé dans le rythme, qu'on va pas pouvoir complètement tout secouer. Évidemment qu'on a tout secoué dans tous les sens. On a pris des choses qui étaient au début pour les mettre à la fin. On a pris la fin pour la mettre au début. La colloque, là, c'était dans les 10 premières minutes. C'est arrivé à 50 minutes. On est allé 2 fois à Malte alors qu'on n'y allait qu'une fois. Donc le montage est vraiment la dernière écriture du film qui réinterroge complètement le scénario. C'est toujours comme ça. Et j'ai une collaboration très longue avec... Jean-Baptiste Baudouin, le monteur, on se connaît par cœur. Je lui fais confiance et par contre, c'est toujours un peu compliqué de faire bouger le réalisateur. Pour le monteur, c'est étape après étape. Mais quand je compare le scénario et le film fini, en fait, en termes de structure, ça a beaucoup bougé, quoi. Donc, je comprends qu'il y a cette volonté de vouloir rythmer le film et de ne pas laisser des à côté, sauf que peut-être ça aurait été nécessaire, soit pour respirer, premièrement, soit de dilater, laisser un peu plus de temps pour ou gérer les informations, ou en mettre moins pour n'avoir que l'essentiel. Et si les gens sont intéressés par l'histoire, Wikipédia, le livre de José Bové, ou un documentaire à côté qui pourrait très bien retracer cette histoire. C'est vrai que là, avec ce film, il y a quelque chose qui bloque, d'autant plus que, à part José Bové, beaucoup des personnages qu'on va suivre sont fictifs. Donc à partir de là, si tu vas nous rendre fictifs des personnages, on peut très bien faire avec l'histoire, juste en laissant quelques aspects, quelques points nécessaires pour relier tout le reste, et ensuite on se dit, on met moins d'informations, et c'est vrai que sur ça, le film peine. Avant que je finisse cette capsule, on va parler quand même rapidement du jeu des acteurs. Alors, moi je trouve Thomas VDB vraiment très convaincant dans son rôle. J'ai un peu plus de mal avec le rôle de Céleste Bruncal. Enfin, c'est pas tant son rôle, c'est plus son jeu d'actrice. Mais j'ai du mal avec son jeu d'actrice de manière générale. En fait, je trouve que à part Sébastien Marnier dans L'Origine du Mal, pour le moment, de ce que j'ai vu, je trouve que les réalisateurs n'arrivent pas à bien saisir son jeu d'actrice, ou en tout cas à bien l'utiliser. Donc pour le moment, c'est vrai, c'est quelque chose avec lequel je reste en dehors. Mais évidemment, ce dont tout le monde va parler, c'est Bully Lanners. Je le trouve très convaincant en José Bové. Ça fait partie des points forts du film. C'est Bully Lanners qui vraiment est très investi. Et on le comprend, ils se sont rencontrés plusieurs fois avec José Bové. Ils ont passé un week-end ensemble, ils ont échangé. José Bové était un petit peu présent, vous en avez entendu parler durant l'extrait, pour vérifier plus ou moins comment fonctionnait Bully Lanners, qui lui aussi a eu une certaine liberté au niveau de l'interprétation, de la transformation physique. Le réalisateur lui a voulu laisser une carte blanche, de trouver le juste équilibre entre faire un copier-coller et en même temps s'approprier le rôle de José Bové, et je trouve que ça fonctionne très bien. En somme, c'est un film que je trouve agréable, mais pas immanquable. Est-ce que je vous conseillerais à le voir ? Pas forcément, mais c'est pas pour autant que je vais vous déconseiller. Avant de finir, j'ai voulu poser une question à Antoine Rimbaud, son réalisateur, pour lui demander est-ce que, avec Goliath, avec Les Algues Vertes, La Promesse Verte et maintenant Une Affaire de Principe, il y a un climat propice pour ce genre de film, pour des thrillers politiques et écolos. Et il me répond ça. Peut-être. En tout cas, qu'il y ait une sensibilité citoyenne accrue, qu'on ait besoin de ces récits-là, que les gens s'intéressent, parce qu'en fait, c'est peut-être... Il y a un malentendu, quoi, sur ces questions-là. Et ce qui est sûr, c'est que
la question de l'environnement, du dérèglement climatique, etc., des pesticides. José qui était un précurseur, enfin les écologistes quoi, d'une manière générale, là il y a un consensus autour du fait que ça va pas du tout et qu'il faut qu'on s'y intéresse. Voilà, donc peut-être qu'effectivement il va y avoir plus de cinéma et plus de fiction qui vont investir ces terrains-là, et ça a déjà commencé, ouais. Probablement. Et sur cet aspect, c'est vrai qu'on peut sentir de manière générale une sensibilité écologique montante. Et même si je ne peux pas vraiment vous encourager à voir le film, ce que je peux vous encourager, c'est que le film sort le 1er mai. Alors certes, c'est la fête du travail, la fête des travailleurs et des travailleuses, mais aussi un mois avant les élections européennes. Et quand on voit ce film, on se rend compte que mine de rien, c'est important. Et donc, si les institutions européennes sont importantes, alors nos votes le sont tout autant. Ils vont avoir un impact moindre, hein, forcément. On s'en rend compte que à l'échelle individuelle, on ne peut pas changer grand-chose, mais plus nous irons voter, plus nous pourrons changer les choses. Donc, c'est idéaliste, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que le vote européen, c'est important. Donc voilà, le rendez-vous est pris, le 9 juin, allons voter. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va rendre. Je vais avoir beaucoup de montage à faire, ça c'est sûr. C'est la première fois. Alors avant, je le faisais sous un autre format à la radio. Là, j'essaye de faire quelque chose où je peux me reprendre. Donc, d'où le fait que ça soit un peu plus cuté. J'espère que ça va vous plaire. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à faire des retours. Et si ça vous plaît, pareil, n'hésitez pas. En attendant, nous on se dit au prochain épisode, donc la semaine prochaine pour Avis désastreux, et pour ce genre de capsule, on reverra quand l'occasion se présentera. En tout cas, il y en aura d'autres au nom du podcast. Merci à vous tous d'avoir suivi, allez voir des films, et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas.